L'investissement en Europe est sinistré, que ce soit au niveau des 27 pays, disons globalement, ou des 15, les 17, pardon. Évidemment, en 2009, comme dans les autres zones économiques, il y a eu une forte contraction des investissements. On va essayer de voir peut-être d'où vient peut-être ce déficit d'investissement et comment, dans un premier temps, comment comparer avec les autres grandes zones économiques mondiales, celles qui sont particulièrement en croissance, comme les pays émergents d'Asie orientale, ou même les États-Unis. Comment nous situons, histoire de savoir qu'est-ce que peut-être on peut faire. D'abord, au-delà de cette fameuse crise dont on parle et qui pourrait justifier une panne d'investissement, moi j'ai envie de faire un petit rappel rapide, c'est que ça fait un moment que l'Europe, en dehors même de tout état de crise, économique ou financière et économique, est en retard sur l'investissement. On a besoin d'investissement pour notre compétitivité économique, mais qu'on a également besoin d'investissement, cela a été dit plusieurs fois, parce que le projet d'Europe est un projet de marché intérieur, porteur de solidarité. Et avec solidarité, je mets un grand S pour envoyer le signal politique, et je mets aussi un pluriel à la fin. Solidarité entre les régions, solidarité entre les pays, solidarité entre les générations, solidarité entre les plus riches et les plus pauvres. On a beaucoup parlé de projets de marché depuis des années, marché intérieur. On a effectivement tendance à oublier que le projet politique a toujours été un projet porteur de cohésion et de solidarité. Et donc il faut aussi investir dans les high-tech, mais aussi investir dans les interconnexions de transport, dans les services sociaux d'intérêt général. Donc on a peut-être encore plus besoin qu'ailleurs d'investir. Et pourtant, depuis longtemps, c'est encore pire, mais depuis longtemps, l'Europe a investi, je ne vais pas dire peu, je vais dire insuffisamment par rapport à ses besoins. On a investi, mais on n'a pas investi ensemble. Donc il faut investir plus, il faut surtout investir mieux, en mutualisant, il faut investir en évitant les gabegies. Il faut éviter qu'on fasse des investissements de R&D non pas complémentaires, mais parallèles, voire concurrents entre les pays. Et là se pose une question fondamentale, c'est investir pour investir, il faut avoir une politique économique, il faut tout simplement avoir un projet politique. Moi, je dis que je rêve d'une Europe qui est apte à mobiliser ses forces vives d'épargne pour réaliser des investissements productifs, soucieux de progrès et de bien commun, mais aussi, et j'espère qu'on y reviendra, en tout cas je vous demande qu'on y revienne tout à l'heure, celui d'une Europe capable d'attirer des investissements étrangers, parce qu'on n'en fera pas l'économie, on a besoin d'être attractif pour des investissements étrangers, mais des investissements étrangers qui nous conviennent, c'est-à-dire dans des conditions contrôlées. Et c'est là-dessus donc, que je voudrais m'exprimer et faire quelques préconisations tout à l'heure. Récemment, dans les premières années de ce siècle, je dirigeais une boîte de biotechnologie aux États-Unis qui avait le vent en poupe, et nous avons eu un jour un grave déboire. Le principal produit de notre pipeline a connu des résultats cliniques négatifs. Notre cours de bourse s'est effondré, nous étions cotés au Nasdaq, et on n'était pas loin de crever. Nous avons réduit nos effectifs de 91% pour sauver l'entreprise. Nous l'avons effectivement sauvée. On a pris ensuite d'autres mesures dans notre politique d'innovation, une politique de partenariat. Dans les 2 années qui ont suivi, la société a été la meilleure performance du Nasdaq. Et depuis, mon successeur a réembauché un nombre plus important de gens dans l'entreprise que ceux que nous avions licenciés. En France, cette entreprise serait morte. On n'aurait pas pu faire ces efforts d'ajustement. Ça, c'est une première histoire. La deuxième histoire est, je vais taire le nom parce que, par des raisons évidentes, mais je connais bien un grand groupe européen qui a plus de 100 000 salariés autour du monde, qui n'est pas français,
Et quand le conseil d'administration de ce grand groupe industriel se réunit, l'un des points qui est revu régulièrement, c'est où en sont les effectifs entre deux catégories de pays. Les pays dits chers et les pays dits emerging. Alors, il y a 10 ans ou 15 ans, le vocabulaire dans ce groupe était developed and underdeveloped. C'est devenu ensuite developed and emerging. Et c'est devenu maintenant high cost and low cost. Et d'ailleurs, et même le low cost maintenant n'est plus low cost, mais c'est dynamic. C'est dynamique. Et donc, régulièrement, le conseil d'administration de ce grand groupe industriel européen vérifie auprès du management quels sont les efforts qui sont faits pour réduire les investissements dans des pays comme la France et augmenter les investissements dans des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine et d'autres pays qui sont aujourd'hui beaucoup plus dynamiques. Quelques leçons de ce que j'observe. Quand les étrangers regardent le marché européen, pourquoi ils ont des raisons d'y venir et des raisons de ne pas y venir? La première raison d'y venir, c'est que c'est un gigantesque marché, et à cet égard, attirant, par la taille. La deuxième raison, c'est la qualité et le savoir-faire de la main-d'œuvre. Il y a des gens qui savent bosser à tous les niveaux, ouvriers, artisans, cadres, salariés, de toutes sortes. Troisièmement, il y a un gisement de fournisseurs. Vous savez, quand vous allez construire une usine, que vous allez trouver tous les fournisseurs, tous les sous-traitants dont vous avez besoin. Et puis, quatrièmement, au niveau communautaire, au niveau national, il y a pas mal d'incitations. Maintenant, quelles sont les raisons de ne pas venir investir en Europe? Il y a les coûts qui sont élevés. En général, plus élevés en Europe que presque partout ailleurs. Deuxièmement, il y a un grand niveau de rigidité, ou dit encore une absence de flexibilité. Et je dirais que ce deuxième phénomène est, dans l'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise étrangers, plus important que le premier. C'est-à-dire que la France, l'Europe ne peuvent pas se permettre d'être moins chère ou aussi peu cher qu'un certain nombre de pays émergents, mais en revanche, donc ça les gens le comprennent, il y a un coût à payer pour la qualité, pour le marché. Mais l'absence de flexibilité inquiète beaucoup et rebute beaucoup de chefs d'entreprise. Troisièmement, grave, c'est la faible dynamique du marché européen. Quand les gens modélisent, quand ils font leur projection de croissance, ils se disent mais si j'investis là, mon return sera de combien? Quelle sera la dynamique de mes ventes si je veux vendre en Europe à partir d'une usine, d'une implantation européenne? Et là, par rapport à la situation d'il y a 20 ans, la perspective est beaucoup moins sympathique. Alors, la question, c'est effectivement celle du volume d'investissement. Vous avez rappelé les chiffres il y a quelques instants. C'est vrai que l'Europe a subi une rupture dans ce domaine avec la crise, comme les autres régions du monde d'ailleurs. Mais ailleurs, l'investissement est reparti. Et en Europe, il repart lentement. Je crois qu'il y a deux grandes questions lorsqu'on s'intéresse à l'investissement, deux grandes questions qui se posent aux investisseurs. D'abord, est-ce que j'ai envie d'investir? Et la réponse à cette question, elle réside dans la demande, la confiance en l'avenir. Et en Europe, de ce point de vue-là, il y a un pessimisme ambiant contre lequel il faut lutter. Je trouve que le discours enthousiasmant de Michel de Rosen doit être relayé, doit être répercuté. Des initiatives qui sont prises en Europe pour consolider le marché unique vont dans le bon sens, puisque en élargissant le marché, on accroît les perspectives de demande. Mais c'est vrai qu'on a une situation qui n'est pas complètement enthousiasmante. S'interroger sur l'environnement de l'investissement. Est-ce que cet environnement est propice? Est-ce qu'il permettra aux investissements d'avoir une rentabilité suffisante? Et cet investissement, il sera d'autant plus rentable qu'on aura un environnement en termes d'infrastructure, en termes de niveau d'éducation, de formation, qui sera suffisamment attractif. Et puis, il y a une deuxième condition pour pouvoir investir, ce n'est pas simplement d'avoir un environnement propice, c'est d'avoir également un bon financement des investissements. Et là, il y a une menace très forte pour l'Europe. Le financement de long terme en Europe aujourd'hui, qu'il s'agisse du financement bancaire ou du financement de marché, a été affecté par la crise et il ne s'est pas encore remis. Nous n'avons pas retrouvé des conditions de financement aussi fluides que ce que nous avions avant la crise. En France,
simplement pour vous donner un exemple, la Caisse des dépôts est au capital de 50% des PME cotées. Alors du point de vue de la Caisse des dépôts, c'est certainement une très bonne chose, on ne s'en plaint pas, mais je pense que du point de vue du pays, c'est un petit peu étrange. Et c'est quand même le signe qu'il y a une carence des outils de financement normaux. Et l'amélioration des conditions de financement, elle passe par une bonne régulation comptable, bonne régulation prudentielle, bonne régulation fiscale, on pourra y revenir. Et là, les niveaux, les échelons pertinents de régulation, ils sont européens, ils sont nationaux. Nous avons, nous, un diagnostic assez clair de la situation. Je ne sais pas si c'est le bon, mais nous avons des solutions que nous avons proposées au commissaire Barnier, que nous proposons aux autorités nationales. Mais je crois qu'il faut absolument bouger sur ce plan si on veut retrouver les conditions d'une accélération de l'investissement en Europe. Si vous voulez maîtriser les désordres financiers, résorber les déséquilibres économiques mondiaux, lutter contre le changement climatique, maîtriser les flux migratoires, il se passe des choses de l'autre côté de la Méditerranée. Comment on va s'y prendre chacun pour son compte? C'est pas praticable. Tout le monde le sait. Or, malgré cela, tout le monde le sait, tout le monde clame et le proclame, mais en réalité, les États européens, chacun des pays, développent une stratégie étroitement nationale, défendent d'abord ses intérêts nationaux, défendent ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois des stratégies économiques non coopératives. La semaine prochaine, à Strasbourg, à la prochaine séance du Parlement européen, nous allons débattre et sans doute voter le premier texte européen sur une politique industrielle à l'échelle continentale qui, de surcroît, se veut de transition vers l'économie verte. Autrement dit, on va débattre d'un néo-keynésianisme continental à l'échelle européenne, un New Deal continental et vert. Bon, alors, ce texte vaut ce qu'il vaut, il est un peu obèse, il a été amendé et suramendé, il y a plusieurs dizaines d'amendements qui l'ont alourdi, mais il s'efforce de définir une position commune. Et tout y est. Il s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Lisbonne de 2000, qui visait à faire précisément de l'Union européenne la première économie mondiale, l'économie de la connaissance la plus développée et la plus socialement défendable, mais en tirant les leçons de l'échec de cette stratégie de Lisbonne. Donc ce texte on peut déjà se le procurer, on peut l'étudier. La critique fondamentale que nous y avons apportée, je parle en tant que député socialiste, c'est que comme la stratégie de Lisbonne, il lui manque deux éléments qui ne sont pas secondaires. Premièrement, il n'est pas financé. Deuxièmement, les institutions pour le mettre en application sont embryonnaires, voire inexistantes. Il y a seulement un an, parler de gouvernement économique européen, c'était passé pour un esprit chétif. Aujourd'hui, c'est Angela Merkel qui en parle. Et José Manuel Barroso lui-même, tout libéral conservateur qu'il soit, dans son premier discours dit « discours de l'Union », qu'il a proféré en septembre, il a repris un certain nombre de propositions qu'ils sont d'abord le recours à ce qu'il appelait des euro-projects, c'est-à-dire des titres obligataires, des emprunts d'État à l'échelle européenne pour financer un certain nombre d'investissements lourds, notamment tous les grands travaux d'infrastructure dont beaucoup dorment dans les dossiers qui sont déjà étudiés et préparés, mais qui dorment dans les dossiers depuis 1994, depuis le livre blanc de Jacques Delors, par manque de volonté politique. Alors, à mon avis, il faut bien distinguer le type d'acteurs qu'on veut financer. Quand on parle des PME et des PMI, la bonne réponse, elle est probablement plus dans la régulation, j'y reviens, que dans la mise en place d'outils de financement communautaires qui ne sont pas forcément les plus adaptés à une analyse des besoins de terrain et une analyse microéconomique des besoins. En revanche, l'approche globale, l'approche communautaire, elle est très adaptée pour d'autres types de financement, les grands projets, les infrastructures dont Henri Weber a parlé,
J'ai mentionné tout à l'heure les fonds d'investissement que nous avions constitués avec d'autres investisseurs de long terme. Nous essayons par ailleurs, et c'est très important, je crois, vu l'ampleur des besoins de financement d'infrastructures, il faut que nous fassions venir des capitaux étrangers. Pour notre part, nous essayons de nous organiser en plateforme de l'investissement étranger en France, attirer les capitaux du Moyen-Orient, d'Asie, des autres régions du monde, pour des co-investissements dans des infrastructures qui sont peu localisables, comme chacun peut comprendre. Et donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc, régulation, initiative commune à l'échelle européenne, je crois que ce sont les réponses les plus évidentes aux besoins auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'investissement, et c'est très bien et c'est important. Mais il faut dire la vérité aux gens et leur dire que cet effort d'investissement et l'effort de compétitivité que l'investissement est censé nourrir ne peut pas être incompatible avec un effort aussi de redressement des finances publiques. Il est important, je crois, de rappeler ici que ça n'est pas toujours avec de l'argent, pardon Henri, mais ce n'est pas toujours avec de l'argent qu'on peut faire de grandes politiques. Dans le cas de la pharmacie, et je vais caricaturer, entre l'approche qui a été choisie pendant longtemps, ça a changé après, entre la France et les États-Unis, les deux principales différences sont les suivantes. C'est que les États-Unis ont décidé d'imposer des normes pour l'approbation des médicaments très exigeantes, en gros les plus exigeantes du monde, et en revanche de laisser une assez grande liberté du côté des prix. L'avantage de cette politique, c'est que quand un médicament était approuvé aux États-Unis, il avait peu de difficultés pour être approuvé dans d'autres pays du monde, et du coup, de générer un succès économique et par ailleurs thérapeutique pour les produits en cause. La France, pendant longtemps, et l'affaire du Mediator dont on parle en ce moment en est à mon avis un exemple, la France, voulant faire un petit peu de colbertisme par-ci par-là, a été quelquefois insuffisamment rigoureuse dans l'approbation des médicaments, plus rigoureuse du côté des prix, et du coup n'a pas suffisamment incité les entreprises pharmaceutiques françaises à se frotter à l'air du large et à adopter les normes les plus rigoureuses pour le développement et l'approbation des médicaments. Donc mon propos est seulement pour dire, nous avons devant nous, et pour pas mal d'années, une certaine période, à mon avis, de disette budgétaire, et que nous devons à nos enfants, à nos petits-enfants, on peut évidemment dépenser tout le pognon qu'on n'a pas en se disant que c'est eux qui le rembourseront. Je crois qu'il faut faire œuvre d'imagination, se serrer les coudes et rechercher des mesures comme celles que je viens d'évoquer, il y en a beaucoup d'autres, qui ne coûtent pas d'argent public, mais qui peuvent être structurantes sur les économies de notre vieux continent. Moi, il me semble que jusqu'à présent, et là, il y a une innovation, on n'en a pas parlé, donc je voudrais en parler maintenant. Il y a une innovation juridique dans le traité de Lisbonne, le fameux TFUE, c'est que la politique d'investissement étranger va devenir une politique, est en train de devenir une politique commune. Et là, on a une vraie carte à jouer. La Commission européenne a déjà travaillé, elle a fait des propositions intéressantes avec une communication et un projet de règlement. L'idée est d'une part de faire la soudure entre l'existant, c'est-à-dire à peu près 1200 accords bilatéraux au sens nationaux des États. Donc la France a passé des accords avec d'autres États étrangers. Donc gérer l'existant, surveiller ce qui est en cours de négociation et à terme, le plus vite possible, la Commission propose de passer à une véritable politique d'investissement européen avec à la clé le fameux principe de réciprocité que Michel Barnier a cité et qu'il faut reciter et sur lequel il faut insister, autant sur la politique de concurrence, vous l'avez évoqué, Monsieur Carpelles, à juste titre, qu'il faut citer à propos des investissements directs étrangers. Je pense que l'Europe a une carte à jouer en mutualisant la politique d'investissement parce que nous représentons une force de négociation infiniment plus importante que quand ce sont les États baltes, la Hongrie ou la France qui négocient quoi que ce soit avec ces fonds souverains. Moi, j'ai l'idée, peut-être un peu folle, mais il faut avoir des idées folles quand on est un centre de recherche et un think tank, de proposer un fonds stratégique d'investissement européen, comme sur le modèle du FSI, avec à la clé des épaules financières plus importantes, et proposer aux fonds souverains qui accepteraient nos règles de bonne gouvernance et de transparence des contrats d'investissement à moyen terme, qui pourraient d'ailleurs tout à fait donner la main à nos investisseurs institutionnels classiques sur des projets qui restent intéressants dans nos pays,
intéressant. Pourquoi? Ça a été dit, parce que nous avons une manœuvre bien formée, parce que nous avons un milieu d'investissement intéressant et parce que nous avons encore des gisements de croissance dans l'économie verte, dans le numérique, on l'a dit. Mais seulement, c'est maintenant qu'il faut le négocier, c'est maintenant qu'il faut sécuriser ces investissements et c'est maintenant, je reprends le concept de réciprocité, qu'il faut éventuellement être capable de dire non si on pense qu'il y a le moindre risque que ces fonds souverains ne respecteront pas les règles à minima qu'on veut leur poser, qui sont des règles de transparence et de bonne gouvernance. Caroline Chavasson du CEA, ma question sera très courte. Peut-être plus pour M. Weber, qui aura peut-être plus de facilité à répondre, vu de Bruxelles. Est-ce que le grand emprunt est un de ces leviers ou est-ce que vous considérez que non? Oui, bien évidemment, le grand emprunt. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu une politique de grand emprunt pour faire face à la crise dite des subprimes. Mais ça a été l'addition de 27, ou un peu moins, parce que certains s'en sont dispensés, de grands emprunts nationaux. Et la somme est très inférieure, non seulement à ce qu'a été le grand emprunt aux États-Unis, sensiblement inférieur, mais encore plus inférieur à ce qu'il a été en Chine. Et là, puisque tout de même, il faut quand même débattre un peu, je vais réagir aux propos de mon excellent ami Michel de Rosen. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que l'argent ne fait pas tout. Les investissements ne font pas tout. Une bonne régulation, de bonnes initiatives sont quelquefois aussi efficaces. Mais je prends juste un exemple. Nous avons décidé, dans cette politique stratégique là, industrielle, l'Union européenne 2020, parce qu'on aime bien les gadgets à Bruxelles. Bon. Après la stratégie de Lisbonne, c'est la stratégie UE 2020. Bon. Eh bien, nous avons décidé de mettre le paquet sur une des dimensions des industries de l'avenir, c'est-à-dire l'ensemble des énergies renouvelables. Et nous étions très bien placés. Nous avions les premières entreprises mondiales. Que croyez-vous qu'il advint? Le plan de relance chinois, qui est absolument pharaonique, 38% de ce plan, qui s'élève à des centaines de milliards d'euros, 38% ont été investis massivement et directement, précisément dans ces industries-là. Bien. Et alors, non seulement ils ont investi massivement, mais en plus, ils ont pratiqué simultanément toutes les formes de dumping. Alors moi, je suis pour une Europe ouverte, mais pas pour une Europe offerte. Et le principe de réciprocité, il se complète par le principe d'équilibre. Il n'y a pas de réciprocité dans notre commerce avec la Chine. Ils peuvent acheter Volvo. On ne peut pas acheter une entreprise chinoise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et sûrement pas dans l'automobile. Où est la réciprocité? Quant au déséquilibre, il est massif. Alors c'est très bien ce qui se passe en Chine. Ce développement, la sortie de centaines de millions de pauvres airs de la misère, l'apparition d'une immense classe moyenne, bon, et ça va vite, et c'est aussi un débouché formidable pour nous. Et c'est pourquoi il faut éviter toute forme de choc de civilisation et toute forme de fermeture. Mais il faut exiger la réciprocité. Et ça aussi, on ne peut l'exiger que si on s'entend au niveau européen.